personnes que nous devons connecter, c'est ceux qui sont aussi sur la plateforme WhatsApp, qui ont aussi besoin donc d'être connectés 30 secondes. Et c'est parti. Voilà, ceux-là sont connectés ici. Those people aussi. Alors, je crois que je suis là. Notre plateforme officielle, voilà, exactement. Nous allons connecter cela aussi. Alors, encore quelques secondes, cher ami, hein, parce que c'est toujours important de connecter tous nos frères qui sont en ligne, qui ont besoin, envie de suivre nos émissions, qui malheureusement le plus souvent sont obligés donc de prendre le train en marche. Voilà, alors c'est... Il y a d'autres people, ceux-là, je crois qu'on a besoin aussi de les connecter. Voilà. Alors, je pense que c'est parti. Maintenant, vous êtes en ligne. Si vous voulez certainement connecter les autres, forward tout ce que nous faisons aux autres frères et partager, comme les gens le disent le plus souvent, faites-le. Et puis, ça va nous éviter les... Bon, voilà. Je pense, voilà. Bon, la dernière personne que nous devons donc connecter, ça doit être cela. Voilà. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure, avant de commencer notre émission, nous allons donc faire un peu la revue donc, de la presse. Alors, rarement, nous avons vu donc une revue donc de la presse française, euh, une revue donc de la presse française, tous unanimes sur quelque chose. Le gros titre que nous avons, cher ami, hein, c'est un peu clair, hein. C'est, voilà, à vaincre. Nous l'avons toujours dit à nos émissions, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et nous avons un régime qui, après avoir verrouillé le scrutin, pourquoi pas, on le dit, falsifier donc des résultats, parce on nous avait fait une proclamation des résultats le vendredi, et après, étant donné qu'ils ont été coincés, on a été obligé donc euh, d'arrondir les anguilles pour nous présenter un résultat donnant M. Ouattara 85%, disons 90% donc des intentions avec la complicité, bien sûr, de cette opposition façon, qui a donc décidé de compétir sans pour autant amener donc des observateurs dans des bureaux de vote. Allez-y comprendre quelque chose. C'est comme si on a obligé des gens à être candidats. L'ego vous dépasse tellement, c'est comme si on vous avait obligé à être candidat. Alors que nous sommes dans une situation, donc, à un moment très décisif pour la Côte d'Ivoire, et vous avez décidé de représenter donc, des Ivoiriens sans pour autant avoir les moyens donc, de compétir. Et après coup, au lieu de vous excuser, les messieurs 2%, madame 2%, vous avez le courage encore de narguer les Ivoiriens et de nous rendre responsables de votre échec. Il faut le faire. Ce sont des politiciens ivoiriens, des Simone Gbagbo là, qui n'ont jamais rendu gorge. Ils n'ont jamais été face à une cour de justice. C'est pourquoi le plus souvent, elle commet, elle parle comme si c'est le pays là, c'était seulement elle qui était donc la championne. Dit des conneries parfois. On reconnaît sa détermination, mais jamais rendu gorge. Elle s'est jamais remise en cause. C'est toujours les autres. C'est pas moi, c'est pas Simone. En 2010, Madame Simone, votre intransigeance a fait que nous avons eu des milliers de morts. Vous comprenez? Et là, jusqu'à encore de la preuve de contraire, Madame, vous ne vous êtes jamais remis en cause, hein? C'est surtout les autres. Yeah, votre intransigeance, il y a eu des centaines de milliers de victimes et des milliers de morts. Officiellement, on parle donc de 3000 morts, Madame. Mais nous tous, nous savons que c'est peut-être 10 fois plus, ou bien 5 fois plus. Vous ne remettez pas en cause, vous venez encore narguer les Ivoiriens. Allez-y comprendre quelque chose. Ça suffit comme ça, hein, les gars, ça suffit. Et il est temps maintenant de dire la vérité aux Ivoiriens, chers amis. Et il est temps d'avoir un nouveau paradigme. Voilà, on ne peut plus faire confiance à ces personnes-là. Ces personnes qui ont trahi, qui continuent toujours de trahir, qui nous mentent et qui nous narguent. Comme si on a obligé ces personnes à être leaders ou bien être candidats à une élection présidentielle. Je reviendrai tout à l'heure sur ça parce que mon café commence déjà à monter, hein. Ça commence déjà à monter. Donc, comme je le dis, la presse française, unanimement, parle donc d'une victoire, comme ils le disent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Des gens aujourd'hui, je vous ai toujours dit ici, que leur objectif, même si c'est deux personnes qui vont voter, M. Ouattara va venir chanter dans la victoire. Tout ce qui intéresse M. Ouattara et son camp, c'est être au pouvoir.
comment on arrive au pouvoir, ça ne les intéresse pas. Mille morts à gauche, mille morts à droite, non, ça n'intéresse pas ces gars-là. Il faut être au pouvoir, jouir du pouvoir, avoir le pouvoir sur les gens, avoir le pouvoir d'incarcérer donc des innocents ivoiriens, avoir le pouvoir aujourd'hui de convoquer des cadres du PDCI, avoir le courage de contrer des Ivoiriens en exil. Voilà ce pouvoir qu'ils veulent. Alors que la presse française unanime a dénoncé donc le caractère non démocratique de la présidentielle ivoirienne de 27, de 26 octobre 2025, marquée par donc disons, la sélection. Ils ont parlé de la réélection, mais c'est de la sélection ou bien de l'imposition, voilà, de M. Ouattara, avec un score écrasant, c'est ce qu'on voulait pour Ouattara. Les médias décrivent donc une victoire sans gloire, fruit donc d'un scrutin verrouillé, vidé de toute compétition réelle et boudé donc par la plus grande partie donc des Ivoiriens. Voilà la presse française, ce que la presse française dit. On va directement au niveau donc de France 24. Voilà, France 24 dit, ça c'est M. Antoine Glaser. Je ne sais pas si nous avons directement les propos de M. Antoine Glaser. Je pense que nous l'avons. Alors, donnez une petite minute pour ceux qui nous suivent, afin donc de vous mettre au même diapason que voilà cela. Alors, nous allons écouter donc M. Antoine Glaser, qui lui nous parle un peu donc de ces élections. Voilà. Alors, si nous avons donc les informations, alors présentez-nous donc M. Antoine Glaser. OK, Antoine Glaser, Alors, nous allons l'écouter et puis, Il y avait la fameuse phrase du Cid là, de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment ce qui se passe. Je veux dire, en plus, c'était à vaincre sans péril, il n'y avait aucun péril, puisque les deux grands partis n'ont pas pu, les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans gloire, parce que c'était un pays totalement verrouillé. 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 3 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc., etc. Mais très honnêtement, je pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser. C'est quand même, ça s'est Mais fait. là, le score est très important, Antoine Gazer, Oui, 89,77%. c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre malheureusement de morts dans le nord, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on a bien vu toute la journée de samedi, il se passait rien, hein. C'était un pays sous cloche. Francis Pétain. Il y avait la fameuse phrase du Cid là, de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment ce qui se passe. Je veux dire, en plus, c'était à vaincre sans péril, il n'y avait aucun péril, puisque les deux grands partis n'ont pas pu, les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans gloire, parce que c'était un pays totalement verrouillé. 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 3 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc., etc. Mais très honnêtement, je pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser. C'est quand même, ça s'est fait. Mais là, le score est très important, Antoine Gazer, Oui, 89,77%. C'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre malheureusement de morts dans le nord, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on a bien vu toute la journée de samedi, il se passait rien, hein. C'était un pays sous cloche. voilà, c'était un pays sous cloche. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Et nous avons donc des gens qui triomphent d'avoir gagné donc des élections. Pour eux, il y a un plébiscite déjà. Ils commencent. Alors, je reviendrai tout à l'heure. Je crois que pour mieux structurer un peu notre émission, je vais revenir tout à l'heure donc dans les détails. Donc, vous avez écouté donc Monsieur Antoine Glaser, hein, de France 24. C'était sur France 24. Il y a à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'était au niveau donc de France 24. Le journaliste et analyste français donc a résumé, cher ami, la situation donc d'un ton très amer. Le scrutin n'a laissé aucun, oh j'allais dire aucun espace au pluralisme, symbolisant, si vous voulez, la désillusion donc d'un peuple privé
de choix. On a imposé M. Ouattara au peuple. Vous comprenez? On a imposé, avec près donc de 50 000 militaires dans la rue, ajouter donc des suppléants d'ozo et des microbes pour intimider donc la population, voler donc des résultats, s'autoproclamer vainqueur avec la force. Voilà ce que la presse française décrit. Quand on va du côté donc de Libération, alors qu'est-ce que Libération dit? C'est Libération nous dit, voilà, c'est une élection sans enjeu. Une élection sans enjeu. Je vous dis, rarement on a vu qu'on la presse française, hein, unanime sur quelque chose, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est sans enjeu. Voilà, la presse française est claire, sans enjeu. Donc le quotidien souligne que M. Ouattara est arrivé donc sans surprise à la tête avec près donc de 90% donc des suffrages, près donc d'une élection sans enjeu dont les opposants ont été écartés. Le journal aussi rappelle, cher ami, hein, que donc le faible taux de participation, on a dit 50%. Bon, hier, je vous ai expliqué comment on a pu avoir ce taux de 50%. Soit c'est un pot fabriqué, le cas contraire, c'est que c'est un pot, un taux des populations donc, du Nord, qui eux sont allés, ils ont fait le remplissage là-bas, puisque nos fameux candidats opposants façon n'avaient pas donc de représentants dans les bureaux de vote. Donc, c'est dans ces régions où les gens sont allés voter à 99,75%. 99%, ça dit que les gens, même, il n'y avait pas de malades. Hein. 99,75%, 99,44%, 98% au nord. Ils savent tellement voter depuis que M. Ouattara est là. C'est devenu donc la base de M. Ouattara. C'est là-bas que M. Ouattara fait ses scores. Donc, quand au sud, vous n'allez pas voter, que là-bas, ils font le remplissage, ça compare sur le taux de participation. Ça veut qu'au sud, le taux de participation ne dépasse guère, ne dépassait pas 20%. Vous comprenez? 20-25%. Donc voilà un peu donc la réalité. Donc ça, c'est du côté donc de Libération, hein, les Libérations. Après France 24, c'est de Libération. Et puis aussi au niveau de la Belgique, voilà. La Belgique, c'est libre, la Belgique libre qui dit, hein, voilà ce qui dit, donc un quatrième mandat boudé par l'opposition et la population. Donc le média belge note donc une victoire donc obtenue hein, sur donc un score écrasant, mais après un scrutin privé donc de ses principaux figures d'opposition et boudé donc par la moitié donc des électeurs. Voilà. Donc pour eux, la résistance par l'obtention est décrite ici pour eux comme l'unique voie laissée au peuple pour exprimer son rejet. Et là encore, on a mis près de 44 000 personnes donc, dans la rue pour primer donc, le peuple. Le peuple n'a pas pu s'exprimer. C'est un chef d'État qui est là, ce n'est pas un président. Un chef d'État, vous comprenez? C'est comme le roi Gbagbo le dit, c'est un coup d'État civil, un braquage électoral. Forcer les gens, éliminer et aller donc déclarer M. Ouattara vainqueur. Non, ce qui se passe là, il faut être population du Nord ou bien des étrangers en Côte d'Ivoire pour supporter cela. C'est honteux, scandaleux. Mais nous sommes en face des gens shameless, qui n'ont pas honte. C'est grave. Au niveau donc 20 minutes, qu'est-ce que 20 minutes dit? Il dit c'est une victoire numérique, une défaite morale. Une victoire numérique, ça veut dire sur papier, mais une défaite morale. Le journal donc adopte plutôt un ton analytique évoquant une usure donc du pouvoir et une lassitude populaire évidente, vous comprenez. Malgré donc un score élevé, Ouattara n'a pas atteint donc les participations. Voilà. Il a donc atteint un chiffre gonflé de 50% pour se donner bonne conscience. Voilà. Et aussi, donc, le journal Insoumise, c'est la France Insoumise qui dit donc une élection verrouillée d'avance. Tout le monde, c'est ce qui sont unanimes, hein, c'est une élection verrouillée. Il n'y avait pas eu même d'élection, une sélection. Donc, dans un communiqué officiel, le mouvement donc, politique français parle donc d'une élection contraire donc, à la constitution ivoirienne, dénonce donc un soutien diplomatique donc, de Paris à un régime autoritaire et appelle donc la France donc, à se tenir du côté donc, du peuple souverain. Voilà, ça c'est du côté de la France insoumise. Donc, on voyait, c'est une convergence donc, médiatique, cher ami
de France 24 à Libération, en passant par la Libre, 20 Minutes et autres, la France Insoumise et tous ces observateurs partagent le même diagnostic. Un, un scrutin sans enjeu. Deux, une opposition écartée. Trois, une participation historique faible et donc une victoire illégitime. Ouais, une victoire illégitime. Mais nous sommes en face, comme je le dis, nous sommes en face des gens shameless, qui n'ont pas honte. Tout ce qu'ils veulent, c'est la victoire. Pour voir donc les Touré là venir s'arrêter donc dessus les médias pour narguer le peuple, mentir au peuple, faire croire qu'ils ont gagné. Aucun journaliste ivoirien, ils sont tous accroupis, ils n'ont pratiquement même le courage de dénoncer ce qui s'est passé. C'est honteux et scandaleux. What is going on in your country? Donc la presse internationale rejoint donc ainsi donc, le constat de la résistance pacifique donc, du peuple ivoirienne, j'allais dire de la population ivoirienne, vous comprenez. Hein? La Côte d'Ivoire était donc victime donc braquage électoral masqué sous les apparences donc d'un vote. Vous comprenez? Donc le CCRC, la voix donc de la résistance pacifique aussi, hein, ça abonde dans le même sens. Donc de façon générale, tout le monde soutient, soutient qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une sélection de M. Ouattara. On a imposé Ouattara au peuple. On a mis près donc, de 50 000 personnes avec des dozos, avec donc, des microbes dans la rue pour intimider la population. J'étais près donc, de 1000 et quelques jeunes donc, dans la rue, menacés. Voilà, c'est le résultat que nous avons avec donc, une victoire à la pirouette donc, de M. Ouattara. Voilà. Mais comme je le dis, tout ça ne les intéresse pas. La manière hein, ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, cher ami, c'est la victoire, c'est le pouvoir. Je suis chef d'État, je suis président. C'est tout ce qui m'intéresse. J'ai le pouvoir de vie ou de mort sur les citoyens. Je peux faire tout ce que je veux. Yeah. Voilà, c'est ce que nous sommes en train donc, de vivre actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur, la victoire donc, de M. Ouattara est donc numérique, mais non morale, juridiquement contestée et politiquement stérile. La Côte d'Ivoire, selon donc, les médias français autres, fait face donc non pas donc à un triomphe démocratique, mais à un verrouillage donc du pouvoir et donc une révolte silencieuse de la population du peuple par l'abstention. Voilà, cher ami, un peu donc un peu voilà le point de vue donc de la presse. Alors rapidement, je vais essayer donc de parler aussi d'un autre sujet, c'est donc le discours donc de Monsieur Thiam à la population. Nous allons écouter une partie du discours et puis après donc analyser, voilà, faire une analyse politique de son discours. Alors écoutons donc une partie de son discours. Perdu la vie pendant ces malheureux événements. J'adresse nos condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Mes pensées vont aussi à tous les blessés, à tous ceux qui ont perdu leur maison et leurs biens, et à ceux qui sont emprisonnés, certains pour s'être opposés au quatrième mandat, d'autres pour avoir dit ce qu'ils pensaient, et d'autres encore sans aucune raison visible. À leur famille, nous apportons notre compassion, notre soutien, et notre promesse solennelle de lutter pour leur libération par tous les moyens légaux disponibles. À toutes et à tous, je souhaite exprimer ma gratitude pour votre patience, pour votre courage et pour votre foi inébranlable en la démocratie. Merci de tenir bon, merci de croire en notre idéal de nation et de refuser d'accepter que les voix de millions d'Ivoiriens soient réduites au silence. Mais parlons franchement, ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un quatrième mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Tobi Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres,
ont également été empêchés de se présenter. Partout dans le pays, depuis le 2 octobre, les manifestations ont été accueillies par des gaz lacrymogènes, des arrestations massives et une répression brutale. Au 25 octobre, les autorités faisaient état de plus de 700 personnes arrêtées, de dizaines de personnes gravement blessées et de vies perdues. Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, cet exercice électoral a divisé notre pays. Une nation qui pendant près de 2 décennies a lutté pour retrouver sa paix et son unité. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2011, le pays était porté par une vague d'espoir, en laquelle tous les Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la réconciliation croyaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées, des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour en certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues et on nous dit une personne a été brûlée vive. Nous avions pensé que le spectre de ce type de violence ne reviendrait jamais, mais il semble que nous nous sommes trompés. Au lieu de nous rassembler, nous nous sommes divisés autour de cette élection et avons reculé dans la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nous avons été nourris de slogans dont le plus ironique, compte tenu de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, semble être de vivre ensemble. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. La stabilité du pays. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays. Et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Et les faits récents semblent malheureusement nous donner raison. Le taux d'abstention que certains tentent aujourd'hui de manipuler est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier. Le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. Ivoiriennes, Ivoiriens, ne baissons pas les bras. Nous savons que la justice et la transparence sont les fondements du véritable développement et de la prospérité. La corruption n'est pas simplement un échec moral, c'est un désastre économique. La corruption appauvrit tout le monde en dehors d'une petite élite. Si les milliards financés par vos impôts et parfois détournés par certains s'investissaient en Côte d'Ivoire plutôt que dans des immeubles et propriétés à l'étranger, notre pays irait mieux et l'abstention ne serait pas à des niveaux records. Des routes dans le nord et dans l'ouest, à Soubré, des centres de santé dans nos villages, des écoles de qualité pour nos enfants auraient été construits. Nous ne pouvons pas permettre que les richesses de notre nation soient détournées alors que notre peuple vit dans la misère. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle toutes les forces vives de notre nation, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes surtout, à s'unir. Nous rejetons la violence. Nous rejetons la violence parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, Voilà. à la force de l'unité. Voilà. Merci beaucoup, Président Titi, hein. Nous rejetons donc la violence. Et j'espère que ceux qui sont arrivés au pouvoir par la violence finiront par comprendre cela. Le pays du faubourien, pays de paix, nous rejetons voilà, la violence. Ceux qui arrivent au pouvoir par la violence, en utilisant donc la violence, nous ne la voulons plus dans notre pays. Voilà. L'Ivoirien veut être Ivoirien, veut vivre, be happy. You know, we don't really like what's going on here. Donc, faisons donc une petite analyse, cher ami, donc, du discours de M. Tchek Tidiam Thiam, le président du PDCI-ADA. C'est donc un ton républicain et empathique. M. Thiam adopte ici donc une posture présidentielle, mêlant donc gravité, compassion et hauteur donc au moral. Il honore cette donc, toutes les victimes civiles comme force de l'ordre.
Ce qui renforce, cher ami, hein, son image d'homme d'État au-dessus donc des clivages. Le message est équilibré ici, empreint donc de dignité et de retenue. Le deuxième point qu'on peut faire donc de l'analyse du discours de M. Dutiam, on peut parler donc d'un diagnostic ici lucide du processus électoral. Yeah. Il a diagnostiqué en espace donc quelques minutes le processus électoral donc ivoirien. Donc dans le discours, M. Thiam dénonce clairement un scrutin non inclusif et non crédible. Thiam met donc en lumière donc les anomalies, radiation, répression, taux de participation anormalement bas, sans agressivité, mais avec fermeté. Il décrit donc cette élection donc dans une continuité d'exclusion politique, tout en évitant donc le registre, j'allais dire, de colère. Alors d'aucuns disent non, il faut donc arrêter peut-être en 2030, mais non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le R qui est devenu RHP vient d'expérimenter quelque chose. On peut gagner ici sans compétir réellement. On peut gagner en excluant donc les autres. On peut gagner en terrorisant. Ils ont réussi, cher ami. Ils vont toujours continuer. S'ils ont réussi en 2025, cher ami, ils continueront donc en 2030, en 2035, en 2040 à exclure, à intimider et gagner donc des élections. Voilà exactement le modus operandi que les gens viennent d'expérimenter. Donc, cher ami, ne venez pas nous dire hein, que, voilà, je crois qu'on a un coup de fil encore. Alors, laissez-nous donc évacuer ce coup de fil immédiatement. Alors, une minute, je crois que c'était un coup de fil assez important. Voilà, nous allons évacuer. Alors, une minute, bon, évacuons ça rapidement. Voilà. Alors, donc, cher ami, ce qui s'est passé aujourd'hui, mais se passera encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On n'échange pas, c'est tellement une stratégie qui marche. Donc, le troisième point donc, de l'analyse de ce Thiam ici, c'est donc une posture d'opposant responsable. Il rejette donc la violence et appelle donc à un combat pacifique et institutionnel, en plaçant ainsi donc dans la lignée donc des démocratiques, des démocrates, j'allais dire, réformistes, en évoquant donc la corruption et la mauvaise gestion au niveau de la mauvaise gestion donc de l'État. Il s'attaque aux causes profondes donc de la crise ivoirienne, non seulement aux symptômes électoraux, mais il va au-delà. On nous signale, ça reste encore vérifié, mais une presse qui parle de ça, donc je ne vais pas tellement m'appesantir sur ça, que les Ouattara détenaient pratiquement près de 124 propriétés en France. Je le dis bien, c'est une presse qui en parle. Hein. Ils ont mis donc des informations sur la place publique. Pour le moment, je n'ai rien pour vérifier. Oui, on parle, vous savez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais écoutez, 124 propriétés détenues par le Ouattara. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, on aura la possibilité de revenir un peu sur toutes ces informations, s'il y a une vérité ou pas. Le quatrième point donc, de mon analyse donc, du discours politique de M. Thiam, disons une analyse politique de ce discours, c'est donc une main tendue que M. Thiam au dialogue national. Nous appelons depuis le dialogue national. Mais ce que je ne comprends pas, on se, on se vante partout d'être un oufouettiste. On va jusqu'à même utiliser le nom d'oufouet dans un parti qu'on a créé, le rassemblement des oufouettistes. Mais le credo de l'oufouettisme, c'est le dialogue. Le dialogue. Mais ils sont en face, ils refusent le dialogue. Pourquoi quelqu'un qui veut diriger un pays refuse le dialogue et à la place du dialogue, il met au moins près de 50 000 militaires donc, dans la rue? Amener donc des petits zozos, hommes de droit qui intimident la population à longueur de journée. Donc ici, M. Thiam, en appelant au dialogue, M. Thiam se positionne comme un chef de l'opposition constructive, celui qui veut donc restaurer la confiance et la dignité et des institutions. Cet appel vise donc à isoler donc le pouvoir en le rendant seul responsable de l'impasse, et ce qui est clair. Et cinquième point de cette analyse, on va directement donc une vision à long terme donc, du président donc, du PDCI. Ce discours voilà, se conclut donc sur une promesse de reconstruction morale et nationale. Bâtir donc une Côte d'Ivoire pour tous,
C'est donc une vision d'unité hein, qui tranche avec la logique de clan, de revanche. Et s'adressant ainsi, hein, cher ami, hein, donc à une société donc, civile, qu'à la diaspora, qu'il est en train de leur dire, cher ami, nous avons un beau pays, mais nous avons des gens qui sont en face, qui nous bâillonnent, qui nous privent donc, de cette liberté, qui nous privent de joie. Donc, pour finir, cher ami, ce discours de M. Thiam marque pour moi donc, un tournant très important. M. Thiam ne parle plus seulement comme leader donc, du PDCI-EDA, mais comme le porte-parole moral de la Côte d'Ivoire, fatigué donc des divisions. Il combine à la fois donc lucidité politique, exige aussi l'éthique et rappelle donc, pour ne pas dire appel à la paix. Donc ce type donc, de discours pourrait donc servir donc, la base, comme aussi l'opposition, et surtout démocratique. Donc, Jérémy, voilà un peu une partie, hein, donc une petite analyse. On aura la possibilité de revenir certainement donc, des jours à venir sur le contenu réel donc, du discours donc, de M. Thiam. Mais de façon générale, c'est un peu cela. Donc, après le discours de M. Thiam, qui a été très bien perçu, qu'est-ce qu'on attend? C'est la police criminelle qui convoque les 7 cadres, c'est-à-dire que l'équipe autour de Thiam, la police criminelle, convoque toute l'équipe dirigeante donc, du PDCI-ADA. Voilà ce que nous sommes en train donc, de vivre dans le pays. Alors, je vais certainement faire une petite... je ne sais pas si ça doit être une confidence, on peut en parler. Mais vous savez, quand j'ai été reçu par monsieur Tidiam Thiam, je lui avais posé 2 questions. La première question, est-ce qu'il serait possible de songer en 2030? Il m'a regardé dans les yeux, il a soupiré et il me dit, oui, 2030 c'est très beau, mais il faudrait qu'on arrive à 2030. Il faudrait qu'on arrive à 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, tu parles de 2030, mais ceux qui sont là, qui viennent de s'autoproclamer vainqueurs, feront tout. C'est comme ça que j'analyse. Hein. C'est pas ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que j'analyse. Ils feront tout pour m'exclure. Ils feront tout pour m'écarter du PDCI-LDA. Ils vont me condamner 20 ans comme les Laurent Gbagbo aussi pour ne pas que je puisse compétir. Ils feront tout pour que je reste en exil comme Soro Gueye. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'il a dit. Et j'en ai parlé à certaines personnes et réellement, c'est ce qui est en train de se passer. Après le discours donc, de Thiam, très bien perçu, c'est donc la police criminelle qui convoque aujourd'hui les cadres du PDCI-EDA. Disons, des cadres qui sont autour de la machine du PDCI-EDA. L'objectif est clair ici, c'est de déstabiliser le PDCI de l'intérieur. Comprenez que le PDCI n'a pas seulement que d'ennemis, le RHDP, hein. À l'intérieur même du PDCI, le PDCI a des ennemis. Pour ne pas dire Tidiam Thiam a des ennemis à l'intérieur du PDCI. Dans l'opposition, Tidiam Thiam a des ennemis. Au parti, comme on appelle au pouvoir, il a des ennemis. Donc en fait, c'est un Tidiam Thiam qui devient seul contre tous. Tout le monde veut l'écarter maintenant. On fait donc des alliances avec le parti au pouvoir, rien que pour écarter Thiam, utiliser la force du parti au pouvoir, et utiliser M. Alassane Draman Ouattara qui lui-même veut cela pour écarter Tidiam Thiam en espérant que quand il sera écarté, ils deviendront quelqu'un. Parce que Thiam dans la compétition, ils se disent qu'ils ne sont rien. Thiam président, des anciens voleurs de diplômes n'ont plus leur place dans la politique. Les anciens brigands n'ont plus leur place dans la politique. Donc, ceux-là ont besoin que Thiam soit écarté. Disons, c'est le système qui a écarté Drogba de la présidence donc, de la FIF qui sont en train d'utiliser aujourd'hui contre Thiam. Vous comprenez, hein? C'est ça. La racaille qui a passé tout son temps à nous enfoncer donc dans des problèmes inutiles, crée des conditions pour que les bonnes personnes, ce qu'on appelle des bons types, ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, s'éloignent de la politique. Vous comprenez? Yeah. Yeah. Alors, cela me rappelle un peu
quand j'ai échangé, interviewé donc le monsieur Augustin Thiam, le grand frère de monsieur Tidiam Thiam, voilà ce qu'il m'a dit, que mon père nous disait que faire la politique, c'est de tremper donc ton doigt, ta main, permettez-moi l'expression, hein, dans le caca. Vous comprenez? Celui qui trempe sa main dans le caca, mais quand il sort la main, ça sera toujours le caca. Ça sera tous les déchets, permettez-moi l'expression. Je préfère employer ça en même temps pour être un peu plus direct. Car en réalité, c'est ça. Nous avons en face des faux politiciens, des gens qui ne sont pas sérieux qui font la politique. Ce sont des bandits à col blanc qui font la politique. Des petits brigands donc, de quartier qui ont pris donc, les armes, qui sont arrivés au pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous attendez? C'est des gens qui sont habitués donc, au brigandage. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, lundi, donc, 25 octobre, 27 octobre, afin donc de journée, une convocation officielle a été donc déposée au siège du PDCI-RDA à Cocody, qui émane donc de la direction donc de la police criminelle et vise donc 7 cadres éminents du PDCI-RDA. Ce sont, ils sont nommés donc à se présenter le mardi donc 28 octobre 2025 pour audition, cher ami, hein, des motifs qui n'ont pas encore été clairement précisés. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait du cas de Maître Bogasako Gervais. Quand ils vous condamnent, quand ils vous invitent comme ça, quand vous arrivez là-bas, c'est pour vous attraper, pour vous mettre automatiquement en prison. Donc, les cadres qui convoquent, si vous voulez, la crème autour de Thiam, ceux qui dirigent le PDCI avec Thiam, vous avez donc M. Akossi Benjo, ancien maire donc, du plateau, vice-président et coordinateur général du parti et figure historique du mouvement oufouettiste. Il y a donc Emouf Sylvestre qui est donc député. Il est d'abord secrétaire, donc, secrétaire général du PDCI, secrétaire exécutif, je crois, du PDCI-RDA, maire donc de Port-Bouët, vice-président, secrétaire, voilà, c'est exécutif en chef du PDCI-RDA. Et ensuite, M. Georges-Philippe Ezalé, ancien maire donc de Bassam, vice-président et conseiller spécial du président Thiam, chargé donc des délégations. Et ensuite, il y a donc Augustin Dia Oufoué, que vous connaissez très bien, député de Yopougon, vice-président, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Et ensuite, il y a donc M. Alain Cocotry, ancien sénateur, vice-président et directeur donc, de cabinet du président Tidiam Thiam. Ensuite, vous avez donc Roger donc, Mbia, ancien maire, donc Agni Blekro, cher ami, est vice-président et directeur général, c'est ça, hein, directeur général donc, du PDCI-RDA. Et pour finir, donc, M. Jean Kwaku Nyangbe, que vous connaissez très bien, ancien maire donc, de Yamsokro, sénateur et vice-président des hauts responsables du district donc, de Yamsokro. Tout ce monde a sont convoqués à la police criminelle de façon donc à les incriminer donc de quelque chose, de façon à mettre la pression donc sur le président du PDCI, RDA, Cheikh Tidiam Thiam. Yeah, this is what's going on here. Tu vois cela, il représente la structure opérationnelle du parti donc sur le terrain. C'est-à-dire ceux qui assurent donc la coordination des bases locales, la logistique électorale et donc les liens entre les militants et la direction nationale. Alors, vous savez pourquoi ces personnes-là sont convoquées maintenant? Les explications sont tellement simples. Yeah. Les explications sont tellement simples, ladies and gentlemen. Dans un premier temps, c'est démanteler donc le système, le PDCI-RDA. Ensuite, n'oublie pas qu'il y a des élections législatives qui arrivent là. Permettre au PDCI-RDA d'être tellement démantelés qu'ils ne pourront pas présenter donc des candidats valables parce que leur intention, je vous le dis, quand je parle, cher ami, parfois écoutez-moi, hein, leur intention c'est d'avoir les 2 tiers de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont envie de faire passer donc des lois et ils n'ont pas envie d'interroger le peuple, passer par référendum. Vous comprenez? Changer des articles même de la Constitution ou certaines choses. Quand ils ont le 2 tiers, ils ont la possibilité parfois de passer outre le référendum pour faire passer donc des points. Leur objectif est clair, faire en sorte
pour qu'il y ait donc le découragement au sein du PDCI-RDA, vous comprenez, pour que le PDCI-RDA ne puisse pas se présenter et qu'ils organisent des élections législatives à va-vite, pendant ce temps, créer donc des lois, machin, tout pour contrôler le pays. Voilà le premier point. Le deuxième point, cher ami, qui est aussi important, les gens ne voient pas ça. Souffrez que Thiam a traduit hein, des petits ministres façon, devant les tribunaux pour mensonges et calomnie hein, et diffamation. Au niveau du tribunal en Grande-Bretagne, les gens ne s'amusent pas à ça, ils ne s'amusent pas. Si les informations sont vérifiées, ils seront chicotés fort. De cette manière, il fait pression sur Thiam. Vous dites, tiens, tu nous convoques là-bas, nous on te convoque ici. On va mettre tes gars en prison, mais on va mettre tes gars sous contrôle. Tant que tu ne retires pas ta plainte là-bas, tes gars seront directement ici, cher ami, hein, sous contrôle. Voilà le deuxième point. Le troisième point, c'est de forcer Thiam à rentrer, puisque leur intention, c'est de le faire arrêter, le condamner, et le juger, le faire condamner 20 ans, afin qu'il ne puisse pas se présenter à quoi que ce soit. Voilà les objectifs visés par donc, la plainte. C'est donc de tenter donc, de désorganiser le réseau militant et de créer donc un climat donc, de peur et de paralysie au sein donc, du parti. N'oublie pas qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui n'ont jamais digéré la victoire du Thiam et qui attendent de cette genre d'occasion pour prendre le pays, le parti. Ils travaillent même en collaboration, maintenant on le voit, avec le parti au pouvoir. Rien que pour démanteler. Ils ont tout fait. Mais ils ont vu que Thiam est indéboulonnable au sein du PDCI-RDA. Quelqu'un qui a pu organiser un congrès en espace donc, de 2 jours, c'est du jamais vu donc, dans le monde entier. Et dans les 2 jours, les militants sont allés voter pour lui après donc 99%, 99%. C'est du jamais vu. Ils ont compris que Thiam est aimé au PDC. Ah, les gens l'aiment. Ouh, Titi, Titi, président. Non, ça gêne. Ça gêne. Il faut le casser. Comme lui, on ne peut pas l'avoir maintenant. Son entourage, il faut les attraper puis les casser. C'est le plan here, le plan magique. Casser Thiam, casser le parti de Fauboyens, le parti qui a fait venir donc des gens qui n'étaient pas ivoiriens, qui les a remis de papier en guillemets, puis ils sont devenus ivoiriens aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent nous casser. Tu veux, cette stratégie est donc, si vous voulez, donc du chaos organisé, vise donc à décapiter donc la chaîne de commandement du PDCI-RDA, dissuader donc les militants, donc les cadres intérimaires donc de s'exprimer publiquement, préparer éventuellement donc une mise sous tutelle administrative, j'allais dire, du parti sous prétexte trouble à l'ordre public, ou bien tentative, comme eux-mêmes le disent là, de rébellion, ou bien tentative d'insurrection. Voilà, this is what's going on dans votre pays, ladies and gentlemen. C'est la démocratie version RDR devenir RHTP. Et une convocation groupée donc, des cas donc, du PDCI RDA dans ce cadre par la police criminelle pourrait donc marquer donc, un début d'un bras de fer ouvert entre le pouvoir et l'ancien parti politique. De tout ça, c'est de faire plier Thiam. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu avoir Thiam. Le baga-baga, le mettre de leur côté, ils n'ont pas pu l'avoir. Financièrement, ils ne peuvent pas, certainement, il n'a pas faim, ils ne peuvent pas l'avoir financièrement. Intelligemment, il est plus intelligent qu'eux, vous comprenez. Peut-être que politiquement, il a encore à apprendre, mais il apprend très vite. Parce que je vous dis, cher ami, ne pensez pas que Thiam, qui ne maîtrise pas aussi la politique, hein? Vous comprenez, hein, cher ami? Des gens qui sont intelligents, là, ils apprennent très vite. Et on ne peut pas être directeur donc, de Crédit Suisse pendant des années et ne pas faire de la politique. Crédit Suisse a un budget qui dépasse celui de la Côte d'Ivoire plusieurs milliers de fois. Et ils sont représentés dans pratiquement 100 et quelques pays au monde. Et qui a à peu près au moins entre 50 000 et 100 000 employés. Ce n'est pas n'importe qui. Et quand Thiam avait dit, je ne veux pas mettre les serpents dans mon pantalon, même les militants du PDCI, il y a certains qui se sont plaints, même les cadres. Mais ils savaient ce qu'ils disaient. Quand les gens l'ont convaincu qu'il a mis quelques serpents dans son pantalon, où il s'est retrouvé après? Où il s'est retrouvé? Quand il avait dit de ne pas donc exclure ou bien de ne pas mener de convocation
au Billon et à Mme Valérie Apo. Il n'a pas été très écouté, les gens ont tenté d'expliquer, il les a laissés quand ils ont fait. Qu'est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et là, comme je l'ai dit, ce qui m'a dit, qui m'a permis donc de comprendre que si les gars la passent, automatiquement, c'est à lui qui vont s'attaquer au parti. C'est ce qui est en train de se passer. Il a une bonne lecture des choses, parfois peut-être un peu novice, il y a des erreurs certainement qu'il peut commettre dedans, mais il apprend très vite. Il apprend très vite, il a seulement besoin un peu de temps. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais sinon, il apprend très vite. Il a une très bonne lecture donc, des choses. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, dans ce contexte, dans cette situation, c'est donc on peut dire, donc de légitimer, on peut dire même, électoralement parlant, donc le PDCI-RDA. C'est aussi clair. Le PDCI fait aussi peur. Peur dans le sens qu'avec le PDCI sur le terrain, surtout le PDCI de Tidiam Tiam, il y a beaucoup de régions que le PDCI a perdu qui ne vont pas perdre. Un PDCI organisé avec Tidiam Tiam, imaginez-vous, Tidiam Tiam en campagne pour ses députés. Mais il va rafler pratiquement toutes les régions que le PDCI a perdues. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ils veulent une sélection. Ils veulent imposer. Ce sont des gros tricheurs. Vous comprenez? Ils ne veulent pas d'élection. C'est le plan, cher ami, qui est en train de préparer. Mais le parti, fidèle donc à son héritage de Fauboigny, hein, entend donc résister pacifiquement et défendre son droit à résister hein, dans un état donc de droit. Le parti ne se laissera pas faire. C'est un parti qui n'aime pas cette violence. Le vrai parti donc des oufouettistes, c'est clair. Donc ce que nous pouvons faire aujourd'hui, cette analyse en complet le plus en profondeur, politiquement parlant, donc de la convocation donc, des cas donc, du PDCI-RDA ici, c'est un signal d'alerte pour la démocratie ivoirienne. Cela nous amène à parler donc de la vection donc, de Niemöller. Je crois que c'est le juif Niemöller. Je crois qu'à l'esprit de ce moment ci je peux retrouver rapidement, parce que je veux bien paraphraser le quote. euh, Alors, une minute, quote, mais je vais mettre en français. Voilà, une minute. Je vais bien paraphraser son. Voilà, voilà. Voilà ce qu'il a dit, Niemöller. C'était donc un juif pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et dans l'histoire donc de l'Holocauste. Voilà ce qu'il a dit. Le titre, c'est Quand ils sont venus chercher. Il a été clair. Niemöller, c'était donc, il est né en 1892 et décédé donc en 1984. C'était un pasteur donc luthérien important donc en Allemagne. Dans les années 1920-1930, il est sensible donc à de nombreuses idées nazies et soutient, je dis bien, le mouvement politique d'extrême droite. Mais après donc l'arrivée donc de Hitler au pouvoir en 1933, il critique ouvertement hein, donc les intentions du Führer dans des affaires donc d'église protestante. Il passera après donc de 8 années de son règne. C'est ça, il passera donc les 8 années donc de règne des nazis de 1934 à 1945 en prison dans les camps donc de concentration. Elie Moller est surtout connu pour sa déclaration la plus importante. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher dans les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher donc les juifs, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas juif. Puis quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. En d'autres termes, en d'autres termes, ce qui arrive au PDCI-RDA, ceux qui aujourd'hui sont en train de collaborer avec M. Ouattara, des candidats ou bien Manchin, qui pratiquement ne comprennent pas. Ils pensent que réellement, quand en écartant donc Thiam,
eux ils pourront avoir donc le pion sur eux. Mais non, c'est mal connaître M. Ouattara. Vous n'allez pas pouvoir faire. Si des gens comme Soro Guillaume, Bédier et Gbagbo, qui ont aidé de Ouattara, surtout dans la situation dans laquelle ils sont, c'est vous là qui allez échapper. Soro Guillaume, il se trouve où? C'est vous qui allez échapper. Vous pensez qu'aller faire une petite élection où on vous donne des petits manchins là, ça va arranger? Mais non. Donc, cher ami, analysons certainement donc la convocation donc des cadres donc du PDCI et sur le plan, j'allais dire un peu intellectuel. Si on peut dire c'est un acte fort, c'est un symbole aujourd'hui, cher ami. La convocation simultanée donc des 5 cadres les plus importants du PDCI par la police criminelle, à moins donc de 48 heures de la proclamation des résultats, et même 24 heures donc, de le discours de M. Tidiam Thiam, président donc, du PDCI-EDA, ces résultats provisoires donnant M. Ouattara vainqueur après donc, de 80, à peu près à 90%, n'est pas simple, un acte administratif, cher ami. C'est un geste politique lourd de sens, interprété donc par la majorité donc, des observateurs comme une tentative de neutralisation donc, du principal parti de l'opposition. Là, ils veulent neutraliser donc, le PDCI-EDA. Cette démarche, en apparence judiciaire, s'inscrit donc dans un processus de criminalisation du pluralisme politique qui tend donc à s'assimiler à une contestation démocratique et une menace sectaire. Le lieu même donc de la convocation, la police criminelle, témoigne, si vous voulez, donc d'un glissement, donc d'un différent politique vers donc une logique de répression donc, de l'État. C'est la police criminelle qui convoque. On va leur dire, ah oui, oui, il y avait une tentative d'insurrection. Vous avez vu aujourd'hui, le procureur est venu parler qu'il y a des partis politiques qui se sont associés à des gens hein, avec des boudins, machins, tout ça pour attaquer. Voilà. Criminaliser le PDCI-RDA, mettre les gars là en prison. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est donc dans le contexte, si vous voulez, donc d'une victoire sans légitimité, on veut tourner l'attention donc des gens ailleurs. Donc dans sans légitimité, pour ne pas qu'on parle des conditions dans lesquelles M. Ouattara a été sélectionné, il faut créer l'attention ailleurs. Ailleurs. Créer donc l'attention ailleurs. Mettre sur le principal parti de l'opposition, démanteler ce parti pour l'opposition et créer donc des conditions donc d'un faux débat. Donc, vous voyez, donc l'élection présidentielle ici du 26 octobre a été donc cristallisée, cher ami, par une faible participation, même si on a gonflé à l'absence donc, de représentants même des partis politiques dans le bureau et surtout des candidats façon dans le bureau de vote. Ouais. C'est donc un score soviétique en valeur donc d'un président sortant, mais qui ne signifie rien. Sur papier, c'est quelque chose, mais sur le plan politique et autres, ils savent que ça ne veut rien dire. Les observateurs ont perçu pratiquement ce faux jeu. La presse française, la presse internationale critique ce qui est donc arrivé. Et là, ils ne veulent pas du tout voir ça. Ce braquage, là, ils ne veulent plus qu'on parle de ce braquage. Il veut focaliser donc l'attention donc, des hommes ailleurs, créer, comme le disait Trump, quand vous avez un problème grave, créez encore un problème plus grave. Vous comprenez? Un problème plus grave pour vous sortir de ce problème. Donc là, la ambulance a attaqué, ou bien arrêté donc des 7, la crème du PDCI-RDA, la tension de tout le monde se va aller vers les 7 qui sont arrêtés, commencer à créer des questions d'une négociation pour qu'ils sortent, et comme ça, on oublie sur le hold-up ce coup d'État qui vient donc d'être opéré. C'est aussi intelligent, vous comprenez. C'est des gens qui apprennent très vite. Dans ce contexte, cher ami, la légitimité contestée, donc le pouvoir semble vouloir détourner, cher ami, donc la tension de cette crise donc, de confiance en ouvrant un front judiciaire contre le PDCI-EDA et sous la conduite de Tidiam Thiam, ici apparu, c'est-à-dire quand ils vont commander arrêter tout ce monde, M. Thiam maintenant va se focaliser sur son équipe, sur la libération de son équipe et parler de son équipe. Thiam ne parlera plus d'élection, ne parlera plus de braquage, ne parlera même plus même de coup d'État civil, mais il parlera plutôt de ses leaders.
qui sont donc arrêtés. Voilà, cher ami, c'est bien ce que les gens veulent. En réalité, c'est déstabiliser le PDCI de l'intérieur. Voilà, les gens qui sont visés, vous l'avez pratiquement vu. Akosi Benjo, Emu, Asale, Yowu, Kokotre, Bia, Nyanangbe. Ce n'est pas du hasard. Ils représentent donc la structure opérationnelle donc, du parti sur le terrain. C'est-à-dire, ce qui assure la coordination des bases locales, la logistique électorale et le lien entre les militants et la direction nationale. Les convoquer donc par la police criminelle, c'est tenter ici donc de désorganiser donc le réseau militant et de créer donc un climat donc de peur et de paralysie au sein donc du PDCI-NDA. Ces stratégies du chaos organisé visent à décapiter donc la chaîne de commandement du PDCI-NDA, dissuader donc les cadres intermédiaires de s'exprimer publiquement, préparer comme d'éventuelles mises sous tutelle de tutelle administrative donc du parti sous prétexte de troubles à l'ordre public. Et présenter Gikawe, puisqu'ils ont toujours parlé de Gikawe comme le nouveau président donc, du PDCI-NDA. This is what's going on. Le plan machiavélique que prépare le RDR devenir RHTP avant complicité avec certains cadres du PDCI, RDR et de l'opposition qui n'ont pas intérêt à avoir voix Thiam dans la compétition. Utiliser Ouattara pour écarter Thiam afin qu'eux deviennent quelqu'un. Voilà la politique ivoirienne. C'est donc une réaction qu'on voit ici donc à la montée en puissance donc, de Thiam. Imaginez-vous, Thiam écarté pendant toutes ces élections, on ne parlait que de lui. Alors qu'il y a des candidats en face d'eux. On ne parlait pas des candidats, on me parlait de Thiam. Donc, vous voyez, donc, le discours donc, de Thiam du 26 octobre 2025 a marqué, si vous voulez, un tournant. Sobre, républicain, mais ferme. Il a remis donc la question de la légitimité politique au centre donc, du débat. Le ton donc à la fois apaisé, cher ami, et intransigeant a séduit au-delà donc du cercle du PDCI et a inquiété donc le pouvoir, qui redoute l'émergence donc des leaders donc, de l'opposition crédible, consensuelle et audible à l'international, surtout avec le retrait bientôt de M. Laurent Gbagbo. Qui sera là? Qui sera en face? Après Laurent Gbagbo, il n'y aura rien en face, puisqu'on aura donc des politiciens accroupis, qui n'ont rien, qu'ils attendent pour pouvoir manger. Ils font semblant de ne pas avoir faim, mais ils attendent qu'on les appelle en même temps pour se cacher pour aller manger. Comme des gens qui sont allés être candidats, M. Ouattara leur donne de l'argent, ils sont incapables de dire à la population qu'on nous a donné de l'argent. Ce sont des candidats, ça? Habituellement, M. Laurent Gbagbo, M. Ouattara donne de l'argent aux candidats. Les Ivoiriens n'ont jamais rien dit. Pourquoi maintenant on vous donne de l'argent, vous faites semblant qu'on ne vous a rien donné, vous cachez à la population, ça devient de la corruption. Si ces informations n'ont pas été révélées à la population, ça devient donc la corruption. On a corrompu donc des candidats pour se présenter à l'élection contre M. Ouattara, puisqu'ils n'ont pas parlé donc d'argent. Ils ne nous ont pas dit de l'argent, combien ils ont reçu. Ces convocations, chèrement, donc apparaissent donc comme une riposte préventive, cher ami, à la proposition en cours donc de l'opposition démocratique autour de Thiam. Ils ont voix Thiam en puissance comme le leader de l'opposition, charismatique, intelligent. Au niveau du RADR, il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne ne peut arriver à la cheville de Thiam. Personne là-bas ne peut arriver à la cheville de Thiam. Aucun. Zéro. Nada. Donc il faut le démanteler. Il faut le casser. Que ce soit certains cadres PDCI, ça s'associe maintenant avec le parti au pouvoir. Certains cadres de l'opposition, ça s'associe avec le parti au pouvoir. L'objectif, c'est de démanteler Thiam. Cela traduit donc la peur d'un renouveau donc politique capable donc de transcender les fractures héritées donc du passé. Ils ne veulent pas ça parce qu'eux, ils ne représentent rien. Le RDS en Ouattara n'est rien. Rien. Zéro. Nada. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Donc ça nous a parlé donc des risques politiques d'une telle chose. Ça y aura des risques clairs. Si la stratégie de pouvoir vise donc à étouffer le PDCI-NDA, elle pourrait donc traduire donc le fait inverse, radicaliser donc la base militante et relancer donc la mobilisation, internationaliser donc davantage la crise, car les arrestations donc de figures modérées et légalistes
sont toujours mal perçus par donc, les partenaires donc, étrangers. Cela peut aussi conforter l'image d'un régime en dérive autoritaire, déjà affaibli par le manque de participation, par la légitimité, par la contestation internationale. Voilà la situation. Le pouvoir donc se retrouve, si vous voulez, hein, donc pris entre la contradiction. Il veut donc se présenter comme le garant de la stabilité, mais agit avec détermination pour écarter qui peut même s'arrêter donc devant eux. Voilà, cher ami, ce qui est en train donc réel de se passer. Donc face à cette situation, le PDC est face donc à l'épreuve. Résister sans rompre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Résister sans rompre. Pour le PDCI, cher ami, cette situation donc est à la fois une preuve et une opportunité. Oui, une preuve et une opportunité. Une preuve car elle exige donc discipline, unité et sang-froid. Une opportunité car elles peuvent donc révéler donc la solidité du leadership donc du LETIAM et la capacité donc du parti à incarner la résistance démocratique dans un pays et aussi donner beaucoup d'opportunités à certains jeunes de se faire entendre et de devenir même pourquoi pas des leaders. L'enjeu est désormais donc de transformer donc la persécution politique ici en un capital de légitimité morale. À l'image donc de ce que nous avons vu, à l'image de Laurent Gbagbo et même de lui-même, Alassane Ouattara, qui à un moment donné s'est senti tellement persécuté que ceux qui ne l'aimaient pas ont fini par avoir un sentiment pour lui. Donc, ce qui est en train d'arriver donc au PDCI-RDA, on peut parfois dire qu'il y a quelque chose de malheureux bon, mais let's see. Une communication internationale bien placée ici et orchestrée peut permettre donc au PDCI-RDA, pourquoi pas, de se vendre ailleurs et de se faire en plus encore accepter. Here, voilà ce qui est en train donc de se passer donc dans votre pays, cher ami. Cela permet donc de faire une petite analyse des conséquences réelles de ce qui est en train donc de se passer aussi, la convocation donc des cadres du PDCI-RDA. Donc, chers amis, ce que nous pouvons dire par rapport à ça, de la répression, donc à la récomposition politique ici, hein, ces convocations ne sont pas donc un épisode, j'allais dire, on peut dire un épisode donc isolé, mais donc un symptôme d'un régime en crise de légitimité, un régime qui est en train de mourir, qui ne veut pas mourir, qui s'accroche à Ouattara, un régime qui cherche donc, cherchant donc à museler toute voix discordante. En s'attaquant donc au PDCI-RDA, le pouvoir Ouattara prend donc le risque de réveiller donc une mémoire collective des Ofuetis profondément ancrée donc dans la conscience nationale et pourquoi pas internationale ici. Le PDCI n'est pas qu'un parti, c'est un symbole, celui donc de la continuité historique de l'État ivoirien. Le démanteler serait donc ouvrir donc une brèche céramique dangereuse dans l'équilibre national. Et ça, c'est clair. Ce qui se joue ici à travers donc, ces convocations dépasse, cher ami, hein, dépasse, si vous voulez, donc, le sort donc, de quelques cadres. Oui, ça dépasse le sort donc, de quelques cadres ici. C'est donc la survie donc, du pluralisme politique et au-delà, la démocratie donc, ivoirienne, que quelqu'un veut donc démanteler à tout prix. This is what's going on, ladies and gentlemen. Ah, ah. Hmm. Yeah. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on devait certainement encore avoir un autre élément que j'aurais voulu donc mettre à votre disposition. Bon, l'autre élément, je crois que oui, je crois que l'autre élément, je vais vous faire écouter un peu quelques propos donc de madame, oui, oui, de madame Simone Eivé, voilà, parce qu'il faut enlever Gbagbo là, elle est divorcée, c'est Simone Eivé. Elle tient toujours à voir Gbagbo là pour l'exploiter, mais en réalité, ce qu'elle est en train de faire, il n'y a rien du Gbagbo dedans, hein. Alors, écoutons donc madame Simone Eivé. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique.
Alors, réécoutons encore donc Madame Simone Gbagbo. Réécoutons donc Madame Simone Eivé. Réécoutons Madame Simone Eivé. Yeah. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de... Voilà, vous avez écouté Madame Simone Gbagbo. Hein. On se demande si c'est la même Simone Gbagbo que nous avons. Elle, Simone Eivé. Ben, cette fois-ci, maintenant, elle est sortie de Simone Gbagbo et est devenue Simone Eivé. C'est la vraie nature même de Simone que nous sommes en train donc de voir. L'égoïsme, l'égocentrisme qui se prend pour tout. Elle sait tout, elle connaît tout, elle est docteur. Les autres ne connaissent rien. C'est elle qui est imposée. Quand elle parle, tout le monde va suivre. Vous comprenez? Cela nous amène à parler donc de l'inconstance, voilà. Et puis donc de l'insouciance de la République. Vous comprenez? Quand vous écoutez Simone Gbagbo, c'est toujours la faute aux autres. C'est la faute à l'autre. Jamais elle se remet en cause. Jamais. Vous l'avez écouté là, hein? C'est une partie de l'opposition qui a créé la psychose et la peur. Mais en 2010, madame, quand vous étiez enfermé là-bas, là, quand les gens sont venus vous dire, les Ivoiriens sont en train de mourir dehors, tout le monde dit que M. Ouattara a gagné. Même si vous reconnaissez que vous avez gagné, mais étant donné que tout le monde dit M. Ouattara pour amener donc la paix, il faut accepter la victoire. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? Vous êtes resté campé sur votre position. En restant campé sur sa position, ça a entraîné des milliers de victimes. Vous comprenez? Des centaines de milliers de victimes et des milliers de morts. Aujourd'hui, c'est vous qui venez nous parler de ça. C'est toujours la faute à l'autre, mais jamais la faute de Simone Gbagbo. Jamais. Jamais. Une remise en cause, une question. Jamais l'autocritique d'elle-même. Comment parler ici donc de victoire ou de succès quand on refuse même de se battre? Quand on fuit la compétition? On est incapable de mettre donc des gens donc dans les bureaux donc de vote. Aujourd'hui, vous osez venir vous asseoir pour parler devant les Ivoiriens, pour parler de quoi? Quand on n'est même pas capable donc d'avoir ne sait quelques représentants dans quelques bureaux de vote. Rien. Zéro. Quand on ne s'assume pas, j'allais dire, l'assistance financière reçue de Ouattara pour sa campagne, elle est incapable de nous dire qu'elle a eu de l'argent de M. Ouattara. On sait que M. Ouattara vous a remis de l'argent, pas forcément pour la corruption en tant que telle. Chaque élection, M. Ouattara remet de l'argent aux candidats. Les dernières années, c'était donc 100 millions qu'il donnait aux candidats. Et cette fois-ci, selon donc l'Africa Intelligence, on vous avez remis 200 millions, que vous avez dit que c'était petit, vous avez demandé 500 millions, bien 1 milliard. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a remis 700? C'est qui a su quelque chose a été, on vous a remis quelque chose, mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous n'avez pas de disclose? Ça devient de la corruption pure et simple. Vous avez pris de l'argent, vous avez évité donc de faire une campagne, de mettre des gens dans les urnes. Vous avez bloqué ça. Pour moi, en absence ici donc de réponse, surtout avant les élections, cela devient donc simplement donc de la corruption. Où est passé l'argent? Combien avez-vous eu? Venez nous parler de ça. Au lieu de passer votre temps à accuser l'opposition. L'opposition a fait quoi? C'est l'opposition qui allait dire les gens naïeux là-bas d'aller s'attaquer à d'autres populations avec des machettes. C'est l'opposition qui a remis les machettes dans la main. L'opposition est en train donc de défendre. Nous avons des candidats. Les candidats ont été injustement écartés. Nous voulons que ces candidats soient dans la compétition. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Manifester, c'est ce qui est un droit. Selon vous, ce n'est plus un droit, Madame Simone Gbagbo. Mais on est où là? C'est Simone Gbagbo qui parle. Mais vous êtes qui pour finir? Yeah. Vous prenez pour qui? Jamais, jamais vous êtes remis en cause.
C'est parce que vous n'avez jamais été jugé un jour pour vos décisions que vous continuez toujours. Nous ne pouvons plus compter sur vous. Pour nous, vous ne représentez plus le peuple, vous représentez votre famille ou bien votre clan là-bas autour de vous. Le clan de la haine, madame. C'est une haine qui continue. Yeah. We're not going to accept that. Here, we're going to continue the fight. Nothing is over. They have taken the election, but not our future. The fight goes on for truth, for justice, for Côte d'Ivoire, for every cause, ladies and gentlemen. We must push for a real national dialogue to save peace, restore trust, and rebuild our social contract. And we must demand here the immediate release of all political prisoners, especially those jailed from using their constitutional right to protest. This fight is more before it's political. It's the fight of the people who refuse fear and the theft of their destiny. Let us stand firm, united, alert, and solidarity. True change begins when the people refuse fear. And here we can say, long live the Ivory Coast, free, proud, and reconciled. Yeah. Let's sing now. I'm pissed off. Je ne suis pas du tout content, ladies and gentlemen, par ces faux politiciens là qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes et qui continuent toujours à nous narguer. Vous êtes allés vous présenter pourquoi? Vous n'avez rien. Vous ne ressemblez rien. Vous ne pouvez rien. Vous allez vous présenter pourquoi au moment où la population demande un changement. Je ne comprends pas. On vous a obligé à aller être candidat contre Ouattara. On vous a obligé. Et c'est maintenant que vous venez de dire, ah oui, on n'avait pas assez de moyens. Est-ce que vous ne le saviez pas au départ? La population demandait change. La population demandait le départ de Ouattara. La population le demandait parce que la Constitution ne voulait pas un quatrième mandat ni un troisième mandat. Et vous le saviez, madame, avant d'aller vous présenter contre Ouattara. Malgré ce qu'on vous a dit, vous avez dit que vous allez aller vous présenter. La population a dit, bon d'accord, comme c'est Simone Gbagbo, qu'elle dit qu'elle peut aller se présenter, c'est que peut-être qu'elle a les moyens. Mais vous êtes incapable de mettre quelqu'un dans le bureau de vote. À cause de vous, on est venu sortir un taux de participation de 50%, alors que si vous n'aviez pas participé, si vous aviez participé réellement en mettant donc des hommes dans les urnes, ils n'allaient pas pouvoir inventer ce taux de participation de 50%. C'est parce que vous n'avez mis personne dans les urnes qu'ils ont gonflé, qu'ils sont venus nous parler d'un taux de participation de 50%. Donc arrêtez, écrasez-vous, madame. Ça suffit comme ça. Ah, les gars, je vais arrêter l'émission pour ne pas que j'ai des crises cardiaques, voilà. J'ai besoin donc de voir mes sœurs Eleanor et puis Sabine avant d'avoir une crise cardiaque, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les gars. Et rendez-vous pour une autre émission une autre fois. Uh, yeah, I'm very tired of what's going on in our country. You know. Ces gars-là, ils commencent ils me saoulent, ces faux politiciens-là. Croyez-moi, je n'ai plus confiance en eux. Je ne les écoute même plus. La seule personne que j'écoute encore sauf c'est Thiam. Même si quelquefois il y a des ratés. Vous comprenez? C'est lui que j'écoute. Sinon, les autres là, je n'écoute plus rien. Ils sont zéro. Zéro. Nada. Ils ne représentent rien. Ce sont des faux types. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sortent de l'eau. Je ne vais pas les citer maintenant. Tout viendra, je vais les citer. Quelques 3 ou 4 leaders que peut-être encore je peux écouter. Sinon, le reste là, c'est zéro. Nada. Je ne les écoute même plus. Ils ne représentent rien. Nous avons fait confiance à ces personnes en réalité.